En prison, on a à peu près 30% de détenus qui présentent des troubles psychiatriques, dont certains extrêmement graves. On est sur de la paranoïa, sur la schizophrénie, sur des troubles tellement graves que la personne détenue est hors d'atteinte pour nous en termes rationnels et en termes de parole. C'est des métiers de conviction, c'est des métiers où on se sent très seul aussi, parce que même s'il y a des supervisions, on ne peut pas en parler autour de nous. J'ai reçu une famille parce qu'il y a le mari qui s'est mis une coup de carabine dans la tête dans la chambre de sa fille. Voilà. On fait quoi de ça? Et d'ailleurs, le premier parloir que j'ai eu en prison, c'est avec mon père. Je te demande que deux choses. La première, ne fais jamais couler une goutte de sang pour l'argent, parce que tu ne serais plus mon fils. Et la seconde, si tu donnes ta parole à quelqu'un un jour, tu la respectes, parce que la parole vaut l'homme. Je n'ai jamais eu peur de travailler en détention. Je me sens très sereine en détention parce que j'ai un dispositif de sécurité qui est un Motorola, j'ai un bouton d'alarme, il y a des caméras qui veillent sur moi, des surveillants, il y a du monde en détention, hein, il y a plein de monde, et y compris d'ailleurs des détenus. Quand je suis dans un endroit où il y a plein de détenus, je me sens rassurée parce qu'il n'est pas rare, voire il est extrêmement fréquent que dans une agression de personnel, les personnes détenues s'interposent, ceinturent le détenu qui est auteur du passage à l'acte et nous aident à résoudre l'incident. Bonjour, je m'appelle Valérie Mousseev, j'ai 46 ans, je suis directrice des services pénitentiaires depuis maintenant presque 22 ans, et aujourd'hui j'aimerais vous parler à la fois du métier de directeur, de la prison et peut-être de la place des femmes dans cet univers masculin. Alors j'ai rejoint l'administration pénitentiaire à 25 ans. J'ai réussi le concours qui est un concours de catégorie A+, hein, de la haute fonction publique d'État. J'étais jeune, à cette époque-là, j'étais étudiante. J'avais terminé un bac +5 et un master en spécialisation lutte contre la délinquance et les déviances. Et ce qui m'a poussée, c'est d'abord une dimension sociale, très assumée de ma part, puisque j'ai toujours aimé les êtres humains avec des trajectoires de vie brisées, difficiles. Et la délinquance fait vraiment partie de cette catégorie-là pour moi, avec un lien très clair entre la délinquance, la criminalité et la misère sociale. J'avais donné des cours d'ailleurs en prison avec le Génépi quand j'étais étudiante. Et après, je me suis dirigée vers le métier de directrice parce que c'est celui qui me permettait d'avoir le plus de pouvoir de transformation sur le réel. Et puis surtout de me dire, puisqu'il faut diriger des prisons, autant que ce soit moi. Alors au départ, j'avais 2 ans de formation au niveau de l'École nationale d'administration pénitentiaire qui est située à Agen et qui forme à tous les métiers de l'administration pénitentiaire. J'ai vécu 2 ans un peu particuliers parce que j'étais enceinte de mon premier enfant, que je découvrais un nouvel univers et que surtout j'avais très envie de me lancer sur le terrain, d'être une professionnelle de terrain. Et c'est vrai que les cours après 5 ans d'études, plus 2 années de prépa, voilà, j'avais envie de me lancer dans le grand bain. Donc il y a eu des stages aussi, hein, j'avais des stages de mise en situation. Et après, enfin, voilà, le premier poste qui a été directrice de détention à Saint-Quentin-Fallavier. Alors, le départ sur Saint-Quentin-Fallavier en tant que directrice de détention, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Donc, je suis tombée dans un établissement difficile de la région lyonnaise, où la population pénale est une population pénale vraiment compliquée, qui est reconnue comme telle. Je m'occupais de toute la détention, donc de la maison d'arrêt, du centre de détention, du quartier de semi-liberté. Et j'avais une équipe d'officiers, une équipe de gradés qui étaient tous des hommes. J'avais pas de femmes à l'époque, parce que c'était il y a déjà un moment. Les femmes sont arrivées après dans la pénitentiaire. Et je me souviens vraiment que tous les matins, par exemple, à 9 h, j'animais un rapport de détention. Et j'avais à ce moment-là une notion de l'autorité très forte, assez dure, puisqu'on est quand même dans un milieu très hiérarchisé, où il y a une notion d'obéissance hiérarchique. Et je me souviens vraiment être vraiment sur cet aspect-là et exiger de mon encadrement de bien parler, de bien écrire. Je leur avais offert je le dis dans mon livre, hein, un dictionnaire chacun. Donc en fait, j'avais encore beaucoup à apprendre d'un milieu finalement dont je ne connaissais rien, qui avait ses codes, qui avait son vocabulaire, qui avait ses sigles, et pour lequel les études ne nous préparent pas. Très clairement, même si on a des cours de management ou de droit pénitentiaire, on ne peut pas imaginer ce que c'est que de travailler dans une prison, notamment la gestion des incidents, des refus de réintégrer. Moi, chaque fois qu'il y avait un incident, j'allais sur la coursive auprès de mes équipes. Je sécurisais l'incident, je protégeais mes équipes dans la responsabilité qui était la leur. Et c'est vrai que ça a été quand même une découverte surtout permanente, chaque jour. J'ai énormément appris dans ce premier poste, mais ça a été quand même très intense.
Alors j'ai découvert à ce moment-là vraiment la diversité de profils de la population pénale. C'est-à-dire quand on parle d'un détenu, en fait ça reste un concept, un générique, un peu comme quand on parle d'ailleurs de la prison. Alors qu'en fait chaque détenu est différent, chaque parcours de vie est différent. En maison d'arrêt, il faut savoir qu'on a tous les profils qui existent, c'est-à-dire du plus petit profil d'escroquerie, de délit routier, de violence familiale ou de non-paiement même d'une pension alimentaire, au profil le plus grave, grand banditisme, vol à main armée, narcotrafiquant et proxénétisme, enfin vraiment tous les profils sont mélangés. Tous les âges également, hein. On a des jeunes de 18 ans en quartier majeur, on a des personnes de 80 ans, on a des profils psychiatriques, on a des profils très vulnérables qui sont menacés en détention. C'est ce qui m'a choqué peut-être le plus au départ, c'est de me rendre compte qu'il y a énormément de détenus qui subissent la détention, qui subissent des violences, qui ne veulent pas sortir en cours de promenade. D'ailleurs, tous les auteurs de violences sexuelles sont dans ce cas-là, qu'ils appellent les pointeurs, et qui subissent d'ailleurs de graves violences en détention. Donc, vraiment, la première chose, c'est de se dire que c'est un milieu extrêmement complexe et chaque profil est différent. Mais sur ce premier poste de directrice détention, je suivais les personnes détenues, c'est-à-dire qu'en fait, je présidais les commissions pluridisciplinaires uniques, qu'on appelle les CPU, pour leur accorder un travail, les suivre en termes suicidaires pour ceux qui le nécessitaient, suivre aussi les indigents pour leur donner des aides. Je présidais aussi les commissions de discipline pour sanctionner ceux qui causaient problème, donc parfois aider d'ailleurs d'agents équipés en tenue par coup pour me protéger parce qu'on était dans les profils les plus violents. J'allais sur les incidents de détention, j'ai géré des incendies, j'ai géré des refus de réintégrer. Il y a une fois où on avait géré un mineur qui m'avait craché dessus d'ailleurs parce qu'il était très en colère dans le cadre d'une situation. Enfin, donc en fait, c'est la gestion de la détention, c'est le suivi des profils et faire en sorte que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, en tant que chef d'établissement, et c'est mon troisième poste de chef d'établissement que j'occupe aujourd'hui donc à Baie-Mahault en Guadeloupe, là je suis vraiment dans la responsabilité pleine et entière de mon établissement. Donc j'ai dans mon équipe une directrice de détention, une jeune directrice, j'ai un directeur technique sur toute la partie immobilière travaux, j'ai un directeur adjoint qui me supplée en mon absence, mais qui également s'occupe de toute la partie sécurité, infrastructure, programme immobilier de construction de places, dangerosité. J'ai aussi une attachée qui s'occupe de la gestion des services administratifs et financiers et une DRH qui s'occupe de tout le suivi des personnels, de la formation, des notations, etc. Et donc moi, finalement, je suis garant à la fois d'eux, mais à la fois aussi de 21 officiers et 260 personnels. Donc c'est moi qui réponds de tout, avec une responsabilité énorme, civile, pénale, administrative, financière. Je prends les décisions. On m'appelle souvent d'ailleurs dès qu'il y a un problème. On m'appelle que quand il y a des problèmes quasiment. Et donc du coup, je tranche, je décide. Et ça nécessite en fait de l'expérience parce que ça nécessite d'avoir une vision, savoir ce qu'on veut faire de son établissement, où on veut aller. Je donne la direction en fait de l'établissement. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un autre niveau. Je fais aussi la représentation à l'extérieur de l'établissement. Je fais encore plus en sorte que ça marche, mais mon rôle ne se limite plus à la détention. Mon rôle a vraiment dépassé les détenus pour s'intéresser au personnel notamment qui quand même constitue le fondement de mon action au quotidien, mes 260 personnels, mais également les partenaires, puisqu'on a des partenaires qui interviennent en prison, des enseignants, le SPIP, qui sont pénitentiaires, les médecins, et puis toutes les associations également. Donc voilà. Je dirige en fait, c'est vraiment de la direction d'un établissement. La surpopulation en prison est au cœur de tous nos dysfonctionnements actuels. C'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas, qui est silencieux et qui pourtant est une violence sourde et omniprésente. Pourquoi ? Parce que là où la loi prévoit un détenu par cellule, avec une capacité nominale de 100%, on double, voire on triple les effectifs, puisqu'aujourd'hui, moi, je suis à 250% au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Pour 173 places de maison d'arrêt, je vais avoir 420-430 personnes détenues. Ce qui signifie des matelas au sol, plus de place, de la promiscuité, de la violence en cellule. Ce qui signifie aussi que les agents ne peuvent plus travailler dans de bonnes conditions. Donc, on est sur un système vraiment très dangereux, à la fois pour le détenu, puisqu'on a doublé les violences en cellule là cette année, à la fois pour l'agent qui ouvre la porte, qui ne peut pas s'occuper correctement d'autant de personnes détenues, qui court d'urgence en urgence, qui passe son temps à faire des mouvements, qui est débordé par les mouvements,
mais également pour la société qui derrière récupère la personne détenue, si notamment on n'a pas eu le temps de faire un travail de qualité pour qu'elle devienne une personne différente, qui ait trouvé une autre trajectoire que la délinquance ou la criminalité. Donc c'est vraiment au cœur de tout. On est là dans une situation très inquiétante parce que ça n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Il y a 20 ans et aujourd'hui c'est bien pire, et notamment avec cette petite parenthèse du Covid qui avait permis de faire baisser des effectifs. Aujourd'hui, on ne cesse d'augmenter. Et la question que moi, tous les jours, on me pose, c'est « Madame, où on le met ?» Et moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas, je leur dis « Faites ce que vous pouvez, faites comme vous pouvez », mais on est archi plein et on continue à avoir des entrants. Et ça, notre vigilance, nos process de sécurité ne fonctionnent plus dans ces conditions-là. Et il faut bien comprendre que tous nos moyens humains, financiers, de ressources humaines sont calibrés sur 100%. Et il manque aujourd'hui 37 établissements de 600 places pour faire face, pour arriver à 100%, juste pour arriver à ce calibrage de 100%. Ça ne veut pas dire qu'on soit large, hein, ça veut dire qu'on sera au maximum de nos possibilités avec 37 établissements supplémentaires, ce qui est quand même, ce qui montre l'ampleur du défi qui nous attend. Je parle beaucoup de la violence dans mon livre parce que la prison, c'est un milieu violent. Et d'ailleurs, le titre « La prison comme horizon » renvoie à ce paradoxe qui veut qu'en fait, on mette tous les gens les plus violents de la société dans un endroit ensemble, serrés, dans un huis clos, en pensant que ça se passerait bien. Les violences quotidiennes qu'on rencontre, c'est vraiment entre les personnes détenues. On est sur un phénomène où d'ailleurs il y a des trafiquants en prison, on sait, il y a un marché, il y a des trafics, il y a de la demande, donc il y a des pressions, il y a des violences liées à ces trafics. Et ça, c'est vraiment du quotidien. Alors ça peut être en cellule, mais ça peut être aussi sur courte promenade. Et les surveillants passent leur temps à se mettre au milieu de ces violences-là et à essayer de faire des changements de cellules, les officiers notamment, pour essayer de réguler et empêcher ces violences. Sur le centre pénitentiaire de Baie-Mahault, on sépare les personnes détenues par gang, parce qu'on est... Alors en hexagone, on est plus sur des phénomènes de quartier, mais là on est vraiment sur un phénomène de gang. Donc on fait des affectations par quartier et par gang pour éviter les affrontements collectifs, violents, avec des armes artisanales qui sont très dangereux. Et après, donc j'ai un autre chapitre d'ailleurs sur les violences envers le personnel, qui sont des violences qui sont heureusement plus rares, mais toujours très graves, vécues très sérieusement, où on met en place d'énormes dispositifs de prise en charge de l'agent, à la fois psychologique, médical, pour pouvoir, et puis de sanctions aussi, hein, parce que le détenu passe en commission de discipline, a une nouvelle sanction pénale. On fait souvent un transfert par MOS, c'est-à-dire par mesure d'ordre et de sécurité, pour définir cette ligne rouge qui est infranchissable et qui veut dire on peut tout faire pour vous, on peut vous aider, mais par contre, on ne tolérera aucune violence envers le personnel pénitentiaire, parce qu'ils sont placés sous ma responsabilité et que je n'accepte pas qu'ils puissent être en danger dans mon établissement. Alors, ce qui est certain, c'est que depuis le commencement, depuis 20 ans, tout rentre en prison. Ils rendent des stupéfiants, ils rendent des couteaux céramiques, ils rendent de la drogue, de l'alcool, de la viande fraîche, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit à la viande fraîche, donc ils se le font livrer en prison. Et alors, comment ça rentre? On a identifié 3 voies d'entrée qui sont très claires, qui sont d'abord les projections. Donc, souvent des mineurs, hein, qui sont des petites mains recrutées par les réseaux criminels, lancent à l'intérieur par un lance-pierre, tout simplement, tout à fait bêtement, je dirais, par lance-pierre, bombardent les intérieurs des établissements pénitentiaires, par-dessus le mur d'enceinte, et après, les détenus, depuis la fenêtre, ramassent tout ce qu'ils peuvent pour le faire entrer dans les cellules. Ça a été le cas dans tous les établissements pénitentiaires dans lesquels j'ai travaillé, et encore à Baie-Mahault, c'est le cas. Il y a des projections quotidiennes dans les établissements qui représentent un vrai danger pour nous. Il peut y avoir des lames de scie pour des évasions, les portables, ça peut permettre évidemment de continuer les trafics. Donc ça, j'ai un chapitre qui dit « tout rentre ». Oui, tout rentre dans une prison, les trafics continuent. Et puis, on essaie quand même de lutter, on fait en sorte de ne pas accepter ça. Donc, on fait des fouilles. Alors, la deuxième voie, peut-être je ne vous ai pas dit, mais c'est les parloirs famille, puisque la loi permet maintenant à un détenu de ne pas être fouillé après. D'ailleurs, c'est la loi, de ne pas les fouiller après un parloir famille. Donc, la famille ne sonne pas au portique, on ne la fouille pas, elle remet un objet à un détenu qui le rentre en détention s'il n'est pas fouillé, ou qui se le cache en interne dans son corps s'il est fouillé. Donc de toute manière, c'est un moyen qui est utilisé depuis le bagne, hein, qui a toujours été utilisé dans les détentions. Donc de toute manière, quoi qu'on mette en place, à part peut-être des portiques qui sont des scanners corporels, tout rentre en prison.
Moi, je crois que même si on met en place des moyens, aujourd'hui, moi, sur mon établissement, j'ai un dispositif anti-drone pour lutter contre cette menace nouvelle des drones qui livrent directement dans les cellules, donc ça marche très bien. On est en train de mettre en place aussi un caillebotis qui permet d'empêcher les détenus de ramasser les projections et de limer aussi les barreaux. Ça marche très bien, mais quoi qu'il arrive, de toute manière, les détenus trouveront des voies de contournement parce qu'ils n'accepteront pas de se priver d'un aussi grand réseau que la prison. Et donc forcément, on sait qu'il y aura d'autres dispositifs à inventer et d'autres moyens à trouver. Alors une difficulté majeure et assez méconnue, c'est la proportion de troubles psychiatriques en prison. En prison, on a à peu près 30% de détenus qui présentent des troubles psychiatriques, dont certains extrêmement graves. On est sur de la paranoïa, sur de la schizophrénie, sur des troubles tellement graves que la personne détenue est hors d'atteinte pour nous en termes rationnels et en termes de parole. Puisque vu qu'on n'est pas armé et qu'on gère tout par la parole, on n'arrive pas à gérer ces personnes détenues-là, qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les autres détenus, mais pour nous-mêmes. D'ailleurs, les plus graves agressions que j'ai connues récemment, c'était des détenus avec des troubles psychiatriques graves qui les ont commises parce que c'est toujours des violences qui sont difficiles à imaginer, imprévisibles. Alors pourquoi on en est là? Parce que l'hôpital psychiatrique, depuis des années, a fermé ses lits en ambulatoire pour des motifs budgétaires et que finalement, il n'y a plus de structure adaptée à l'extérieur pour les personnes dangereuses quand elles présentent des troubles psychiatriques graves. Les consultations se font en ambulatoire, la personne vient la journée mais ressort et donc ne peut pas être laissée dehors évidemment quand ce sont des criminels. Je vois en Guadeloupe par exemple, si je prends l'exemple de la Guadeloupe, on n'a qu'un hôpital psychiatrique de proximité qui n'est absolument pas sécurisé et adapté pour gérer des personnes détenues. Il n'y a pas de personnel de sécurité, il n'y a que des infirmières. Ils peuvent très vite s'évader, d'ailleurs j'ai des évasions de l'hôpital psychiatrique. Donc en fait, c'est très compliqué pour nous d'assurer ce lien-là. Il n'y a pas du HSA qui est un établissement pénitentiaire sécurisé où travaillent à la fois des soignants et des pénitentiaires. Il n'y a pas non plus d'UMD qui est une unité pour malades difficiles. Donc on manque de structure. Donc on se retrouve finalement en détention avec tous les cas les plus graves de l'île. Mais ça a été le cas des autres établissements où j'ai travaillé. Et ça, c'est terrible pour nous parce que nos process ne sont ni suffisants ni adaptés et que ça nous prend surtout tout notre temps. Parce que quand vous avez un arrivant ou un détenu qui, je le marque dans mon livre, qui siffle des chants d'oiseaux, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir en faire. On n'a aucune perspective de réinsertion, aucune perspective d'insertion à part des soins. On a quand même la chance d'avoir un service psychiatrique dans l'établissement qui les prend en charge de façon massive. Mais en détention, c'est aussi très méconnu, le détenu peut refuser de se soigner, peut être en rupture de traitement. Et là, c'est un signal d'alarme rouge qui s'allume pour nous, parce que possiblement un passage à l'acte extrêmement grave. Alors malgré tout, je n'ai jamais eu peur de travailler en détention. Je me sens très sereine en détention parce que j'ai un dispositif de sécurité qui est un Motorola, j'ai un bouton d'alarme, il y a des caméras qui veillent sur moi, des surveillants, il y a du monde en détention 1, il y a plein de monde, et y compris d'ailleurs des détenus. Quand je suis dans un endroit où il y a plein de détenus, je me sens rassurée parce qu'il n'est pas rare, voire il est extrêmement fréquent que dans une agression de personnel, les personnes détenues s'interposent, ceinturent le détenu qui est auteur du passage à l'acte et nous aident à résoudre l'incident. Donc finalement, je n'ai jamais eu peur de la détention. Et puis surtout, je me dis, ils ont commis ce qu'ils ont commis, l'acte est derrière eux, maintenant je suis face à un homme. Et puis ils ont d'autres intérêts en détention. Ils savent aussi très bien, les détenus sont experts du milieu carcéral, savent très bien quel pouvoir on a sur leur détention, sur leur sortie. Et donc en tant que directrice, je suis quand même particulièrement protégée par rapport aux détenus qui sont toujours très respectueux, qui me disent bonjour madame la directrice, qui sont très prévenants. J'ai quand même très peu de cas, ils sont très rares où ça s'est mal passé. La peur, c'était plutôt une peur sur l'extérieur. Dans mon premier poste, je me suis retrouvée seule avec ma fille, habitée à Villefontaine, qui est une zone prioritaire de l'État, de la ville. Et là, c'est vrai que j'avais quand même peur d'attaques sur l'extérieur. Donc j'avais une procédure de sortie que je décris dans mon livre pour essayer d'anticiper, parce qu'on marche beaucoup par procédure dans le milieu pénitentiaire, pour essayer de me dire j'ai un petit sac, j'ai des chaussures, j'ai de quoi sortir en urgence s'il faut sortir de la maison en urgence. Et d'ailleurs, récemment, les attaques coordonnées contre le personnel pénitentiaire a donné lieu à des mitraillages de logements de fonction au niveau de Villefontaine, là où j'habitais précédemment.
J'ai eu également 2 situations, une à Saint-Quentin-Fallavier où des individus ont foncé dans les véhicules direction pour les intimider, donc où j'étais directrice de détention, mais également à Grenoble-Vars, alors que j'étais chef d'établissement, qu'on avait fait une fouille le matin même où on avait découvert énormément de quantités de stupéfiants et où le soir, pendant la nuit, des individus sont venus armés de Kalachnikov et ont mitraillé les véhicules direction. Le message pour moi était extrêmement clair, ça voulait dire on fait ça la nuit, mais on peut venir la journée et ça peut être beaucoup plus dramatique. En tout cas, il y a cette tentative d'intimidation, du narcotrafic sur les personnels pénitentiaires et c'est pour ça que c'est très important de mener cette lutte contre le narcotrafic puisqu'ils ont la puissance financière, ils n'ont aucun problème de recrutement, ils sont très intéressés, très investis par les prisons, évidemment, qui, comme je le disais, représentent un marché où les produits se vendent cher du fait des difficultés d'approvisionnement et qui sont très intéressants avec les 85 000 détenus qui sont actuellement sous écrou. En détention, il y a des incidents que je dirais quotidiens, des refus de réintégrer, des violences verbales, des tentatives de suicide. Enfin, on a des incidents que je décris dans un chapitre comme plutôt quotidiens, qu'on sait très bien gérer, qu'on gère quasiment tous les jours, les officiers, les gradés, les surveillants, on sait faire. Et puis, il y a les incidents qui représentent de véritables gestions de crise, où là, pour le coup, mon rôle en tant que chef d'établissement, c'est ouvrir une cellule de crise pour faire face, avec des partenaires de type GIGN, RAID, ERIS, pompiers, etc. Les dernières que j'ai ouvertes de cellules de crise, ça a été des incendies. J'ai été confrontée à 2 incendies au niveau du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, qui avaient nécessité l'évacuation totale de quartiers. Mais j'ai également géré des émeutes à Grenoble-Vars, et notamment, je le raconte dans mon livre, une émeute qui a eu lieu la semaine même de ma prise de poste en tant que chef d'établissement. Alors que je ne connaissais pas les lieux, pas les personnes, même pas comment on ouvrait ma salle de crise. Enfin, ça a été quand même un grand moment de solitude. Et en plus, on faisait face à une émeute très violente où il se faisait lancer des barres de fer dans la cour. Il a fallu intervenir avec des chiens, le RAID, les ERIS, de façon coordonnée pour mettre fin à cette émeute. Donc en fait, voilà, j'ai plusieurs exemples de cellules de crise qui se sont mis en place et c'est toujours quelque chose quand même de très dur émotionnellement. Lorsque j'ai pris mon poste de chef d'établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, situé en Guadeloupe, j'ai trouvé une prison qui ressemblait énormément aux prisons que j'avais pu diriger avant, parce que finalement les fondamentaux de notre mission, du quotidien, du besoin de reconnaissance des personnels ou d'amélioration des conditions de détention, ça ne change pas. Par contre, dans le contexte, il y a des vraies différences. D'abord parce qu'il y a des leviers qui nous manquent en termes de gestion. Des leviers importants, par exemple les transferts en désencombrement, on ne peut pas en faire parce qu'il n'y a pas de prison capable d'accueillir nos détenus en nombre. On est très isolé sur l'île, donc il y a des difficultés d'approvisionnement. C'est-à-dire que quand je commande par exemple des matelas pour la détention, ils vont mettre 6 mois à arriver, donc c'est très long. Il y a aussi une autre typologie de personnel. Les personnels de Baie-Mahault sont des surveillants qui sont très anciens, parfois jusqu'à 65 ans sur une coursive, avec une moyenne d'âge de 54 ans. Nous n'avons pas de stagiaires, donc ça montre aussi qu'on n'est pas du tout comme sur Grenoble ou Nice, sur des jeunes stagiaires qui arrivent et qui ne connaissent pas le métier. Donc on est sur quand même des personnels qui peuvent avoir aussi des problèmes de santé ou de fatigue liés à l'âge, même s'ils connaissent très bien leur travail au demeurant. On a aussi des structures qui nous manquent. Je parlais des structures psychiatriques, mais on n'a pas d'ERIS. Voilà, s'il y avait un incident, pour l'instant, je me félicite, on n'a pas eu de trop graves incidents, mais on est très vite seul, et en tout cas, on n'a pas des renforts adaptés forcément. Et puis, on a des risques qui sont tout à fait nouveaux pour moi, le risque cyclonique. Quand il y a un cyclone, on est en degré d'alerte maximum, en alerte violette. Les personnels dorment à l'établissement, on dort à l'établissement avec les détenus pendant le cyclone. Donc on a aussi un risque de volcan. On a tous les risques naturels en Guadeloupe. On a le risque de cyclone, mais aussi de volcan. On a le risque de tremblement de terre, qui est un très gros risque. On a le risque de tsunami. Enfin voilà, tout ça sont des choses qu'on connaît quand même peu en France hexagonale. Et on a également une typologie de population pénale qui est très différente. On est sur des prévenus criminels pour meurtre,
beaucoup de meurtres par arme à feu, des vols à main armée, donc toujours par arme à feu. On est sur une jeunesse qui est complètement désœuvrée, donc du narcotrafic évidemment, mais souvent des petites mains, bien entendu, qui tombent en prison. Et surtout une misère sociale très très forte. Donc un taux d'homicide à l'extérieur qui est 10 fois supérieur à l'Hexagone, avec une organisation par gang qui est sur le modèle nord-américain, et puis des bidonvilles, enfin une misère qui est vraiment le terreau de cette criminalité. La mission qu'on a en tant que pénitentiaire, elle est double. Elle est d'abord d'assurer la sécurité de la société, puisque nous sommes la troisième force de sécurité de l'État, après la police et la gendarmerie, et évidemment mettre du cadre, surveiller les personnes détenues, les maintenir à disposition de la justice et empêcher les évasions. Ça, c'est un premier domaine. La deuxième dimension, c'est absolument faire en sorte que la prison ait du sens, et ça, on y tient beaucoup, et que nous essayons en détention de mettre en place des leviers, des rencontres, des possibilités pour la personne détenue de découvrir qui elle est vraiment, en tout cas qui elle veut être dans l'avenir après sa sortie. C'est pour ça qu'on développe des programmes d'activité, de formation, d'enseignement, de rencontres avec des auteurs, enfin tout ce qu'on peut pour découvrir l'art, la culture, la musique, la montagne, la nature, tout ce que les personnes détenues n'ont jamais pour l'instant appris, parce qu'ils sont très en retard, souvent ils n'ont appris que la violence. Et donc on essaie de leur faire voir ce qu'est la vie. Par exemple, à Grenoble, les jeunes détenus grenoblois n'avaient jamais mis un pied en montagne, alors qu'il y a des massifs absolument fabuleux. Donc on leur apprenait la montagne par des permissions de sortir. Et en fait, il y a plein de belles histoires qui se produisent comme ça, où la personne détenue se trouve un talent, a son premier diplôme, est très fière d'elle, continue sur cette lancée, et finalement se sort de la délinquance comme ça grâce à la prison. Donc j'en parle aussi dans mon livre de belles trajectoires de vie. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas simplement surveiller la prison, c'est aussi veiller sur les détenus et faire en sorte qu'à la sortie, il n'y ait pas de nouvelles victimes. Et ça, c'est un rôle qui nous tient vraiment à cœur. Il faut se dire que toutes les activités qu'on organise en détention ne sont jamais des activités de confort, n'ont jamais aucun but. Soit elles permettent de maintenir un équilibre entre la très grande difficulté de supporter les conditions de détention et pour faire un petit peu la soupape de la cocotte minute, pour leur permettre de souffler un peu et pour nous de prendre moins de risques en détention que ça explose, soit d'apporter à chaque détenu quelque chose. Par exemple, les activités de respiration, de yoga, de relaxation. C'est loin d'être du luxe. On a énormément de détenus qui arrivent en détention parce qu'ils ne savent pas gérer leur colère ni leurs émotions, qui sont extrêmement réactifs dans la relation à l'autre et qui du coup, on le voit par exemple dans un incident, un accrochage en voiture, la personne va sortir, va donner un coup de couteau, va tirer sur le conducteur, le tuer. Là, on est vraiment purement dans la gestion des émotions et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous de travailler sur apprendre à gérer ses émotions, apprendre à contenir ses frustrations, ses contrariétés, parce que finalement, leur vie à l'extérieur sera remplie de cela. Il faut qu'ils apprennent à réagir avec le savoir-vivre ensemble et comme des adultes finalement. Donc ces activités-là ont vraiment pour moi beaucoup de sens. Alors il faut savoir que quand on est directrice ou directeur des services pénitentiaires, on a une clause de mobilité qui nous oblige à changer de poste entre 2 et 5 ans maintenant. Ce qui veut dire qu'en fait, d'abord on s'éloigne de sa famille, on vit quand même toujours seul, en Guadeloupe encore plus, mais sur le territoire dans lequel on travaille, on perd son réseau amical, on perd son réseau familial, mais également pour les enfants, parce qu'avant d'être une directrice des services pénitentiaires, et même si l'identité pénitentiaire pour moi est extrêmement forte, et importante dans qui je suis aujourd'hui. Je suis d'abord une femme et aussi une mère. Et mes enfants ont dû me suivre, ont dû être rescolarisés en cours d'année plusieurs fois, ont dû perdre leurs amis. Alors pour les adolescents, ça a été extrêmement compliqué. Donc il y a des vrais impacts sur l'organisation familiale, d'autant en tant que femme. Alors moi j'ai la chance d'avoir un mari pénitentiaire qui est affecté en même temps que moi dans l'établissement dans lequel je suis affectée, ce qui me permet de ne pas subir d'éloignement géographique et de pouvoir compter sur lui au quotidien pour m'aider, m'épauler dans mes missions, parce que finalement il m'enlève une très grosse charge mentale en s'occupant prioritairement de l'organisation familiale, des courses, des repas. Parce que moi quand je rentre le soir, je fais un bisou à ma fille, mais finalement c'est l'heure de se coucher. Et j'ai pas pu ni faire les devoirs, ni partager un repas avec elle. Et j'ai conscience quand même de tous
de tout ce que je perds auprès d'elle, parce que le métier de directeur de prison, c'est un métier d'engagement total. Il faut être 24 heures sur 24 sur le pont, jour et nuit, y compris les week-ends, dans le cadre d'astreintes. Donc je raconte dans mon livre un Noël où j'ai dû quitter ma famille tout le jour de Noël. C'était dommage, on était en train de déballer les cadeaux au pied du sapin le matin parce que j'ai fait face à une très grave agression d'agents. Que j'ai dû suivre, du coup aller à l'hôpital, gérer les équipes, préparer les mouvements sociaux du lendemain, etc. Ce qui montre vraiment l'engagement que ça demande et qui n'est pas anodin. Dans mon parcours, et c'est ce que je raconte dans mon livre, oui, j'ai eu des moments de découragement, des moments de doute, des moments où ça a été difficile. Il a fallu que j'utilise des leviers pour m'en sortir. Notamment le syndicat auquel j'appartiens, FO Direction, qui est vraiment pour moi une famille, qui m'a toujours épaulée quand j'ai eu des difficultés. Ma famille, donc, qui est proche de moi, qui est un vrai vecteur d'équilibre et de soutien. Mais également, mon institution, je raconte dans le livre deux problématiques que j'ai eues, notamment avec ma hiérarchie à certains moments. Et en parler, arriver à l'exprimer et à trouver du soutien, ça a été très important pour moi, puisque ce sont des métiers qu'on ne peut pas réaliser seul. On a absolument besoin, au vu de la responsabilité qu'on prend, on a quand même dans nos mains la vie des personnes qui nous sont confiées. Moi, j'ai 780 personnes détenues pour lesquelles je me sens responsable. Donc oui, bien sûr, on a besoin du soutien politique, on a besoin du soutien institutionnel, du soutien de sa hiérarchie, on a besoin de la reconnaissance aussi des agents. Et d'ailleurs, je le marque dans le livre, je remercie tous les agents qui me sourient chaque jour, qui m'adressent une parole gentille, qui me donnent des signes d'encouragement, parce que finalement, c'est ça qui me donne envie de continuer, de garder la foi, de porter un établissement aussi lourd. Sans tout ça, évidemment, j'aurais fait comme bon nombre de collègues, c'est-à-dire je serais partie vers d'autres métiers, parce que ça aurait été sans doute trop difficile. Alors, ce livre, je l'ai écrit à la fois pour être un témoignage de la réalité vécue en tant que professionnelle, parce que sur la prison, on dit absolument tout et n'importe quoi, et c'est vrai que je regrette que les gens qui parlent le plus fort de la prison, qui sont pleins de certitudes, n'y ont souvent jamais mis un pied. Et ça me paraissait important, on en parle peu parce qu'on n'a pas de pouvoir de communication en tant que chef d'établissement. Ça me paraissait vraiment important de dire voilà ce qu'on vit, et si vous voulez nous aider, partez de ce constat-là pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Et nous aider à affronter au mieux l'univers carcéral et nous aider dans notre défi qui est quand même titanesque. Et puis j'ai écrit aussi ce livre en termes de transmission. Je me sens à un moment donné d'abord la légitimité, au bout de presque 22 ans de direction d'établissement sur le terrain, au plus proche des détenus, au plus proche de mes agents. Je m'en sens la légitimité et j'ai envie de transmettre. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apporter, j'ai plus forcément envie de faire, j'ai envie d'être dans ce rôle de transmission générationnelle. Et puis aussi parce que je sais que maintenant, voilà, ça fait 3 postes de commandement que j'effectue, que je vais devoir partir sur d'autres missions, peut-être du côté du ministère, de l'administration, enfin d'autres choses, plus sur le terrain. Et c'est aussi pour moi quelque chose de très difficile à lâcher. Et quelque part, écrire tout ça me permettra de ne pas l'oublier et de graver dans le marbre toutes ces choses qui, comme chaque pénitentiaire d'ailleurs, aurait pu écrire un livre, tellement il se passe de choses en prison. Alors, j'ai pas pu dire dans le livre tout ce que j'aurais voulu dire parce que c'est tellement énorme. J'ai dû choisir les idées, j'ai dû choisir des anecdotes, mais il est déjà très épais, donc je pouvais pas aller au-delà. Mais voilà, ça me permet de m'aider en tout cas à partir vers d'autres horizons ou d'autres fonctions. Ce que j'aimerais dire à la Valérie qui a commencé quand elle avait 25 ans, et même à celle d'avant d'ailleurs qui rêvait d'être directrice de prison, j'ai envie de lui dire qu'elle ne se trompe pas, qu'elle n'aura aucun regret, que la prison lui apportera tout, la changera profondément, la transformera dans sa manière d'être, lui apportera de la maturité, lui apportera, par des erreurs commises aussi, quelque chose de beau, parce qu'aujourd'hui, à 46 ans, je me sens extrêmement épanouie, heureuse, et j'ai envie aussi de lui dire que la prison lui apportera l'amour de sa vie, donc j'ai trouvé mon mari en prison, lui apportera aussi le bonheur d'écrire un livre, ce qui était un rêve d'enfant, lui apportera aussi la chance de vivre des expériences médias fantastiques sur des plateaux, et en fait lui apportera tellement de choses qu'il ne faut pas qu'elle hésite, qu'elle fonce, et qu'elle n'ait aucun regret. Alors, je m'appelle Linda Testori, j'ai 37 ans.
Je suis psychologue clinicienne, j'ai une spécialité en psychocriminologie et victimologie. Je suis praticienne également au MDR, donc en psychotrauma. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon parcours, une certaine tranche de vie qui m'a amenée à ce métier, les rencontres, les expériences que j'ai vécues, et aussi comment je suis venue à créer une association qui s'appelle Thérapie sans frontières, et aussi la clinique judiciaire qui vient soutenir donc les publics vulnérables et les professionnels de santé et de droit. Alors, mon métier de psychocriminologue et victimologue consiste concrètement à recevoir des personnes victimes, tout type de faits, qui est plainte, pas plainte, que ce soit des personnes qui se sentent victimes ou qui sont des victimes, disons, réelles avec des faits avérés, qui me permet d'avoir un bagage, une compréhension, un accompagnement spécifique à ces profils, et également et en psychocriminologie pour comprendre les passages à l'acte, les récidives, pouvoir accueillir, accompagner des auteurs de faits. Donc pour en arriver là, j'ai fait des études en psychologie et j'ai eu un master 2 en spécialisation psychocriminaux-victimaux qui me permet d'avoir un bagage dans ces domaines. Dans mon parcours professionnel, j'ai pu travailler au sein d'un service de criminologie appliquée, ce qui m'a permis de pouvoir à la fois avoir des prises en charge de victimes d'auteurs et à la fois de pouvoir créer des programmes spécifiques pour améliorer la qualité de vie des personnes, pour comprendre comment, après avoir eu des traumatismes dans la vie ou vécu des délits ou des crimes, comment on peut s'en sortir. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé au sein d'un service qui m'a permis de pouvoir créer des programmes, et des programmes pour des professionnels au niveau national et européen, sur des bonnes pratiques, on va dire, parce que lorsqu'on reçoit des discours de féminicide ou de violences sexistes et sexuelles, on ne sait pas toujours comment faire. Donc il est important d'avoir une certaine compréhension des méthodes également d'évaluation pour savoir de quoi on parle au début, comment ça avance au milieu et finalement à la fin, comment on peut améliorer la qualité de vie des personnes et surtout qu'elles puissent se voir autrement qu'en étant victime ou auteur. Donc la journée type, c'est de recevoir ce type de profil. Et moi, je travaille à mi-temps comme ça aujourd'hui, en libéral. Donc, je reçois tout type de profils qui me sont venus par des institutions comme les services probationnaires, où j'ai des personnes en obligation de soins. Voilà, ça veut dire qu'ils ne vont pas en prison et qu'ils ont soit des bracelets électroniques, ou soit pendant 2 ans, ils doivent pointer, on va dire, et voir une psychologue. Donc là, il y a tout intérêt à créer une alliance pour qu'ils trouvent un intérêt à être là. Et puis, je reçois tout type de victimes également, que ce soit des personnes qui sont déjà en cours de procédure judiciaire ou des personnes qui viennent d'avoir ce qu'on appelle en effet on va dire de mise en mémoire de leur traumatisme, ce qu'on appelle une période d'amnésie traumatique qui fait que 10 ans plus tard, les gens se disent « Tiens, il s'est passé quelque chose et ça éclate toute ma vie et qu'est-ce qu'on en fait ?» et voilà. Alors, j'ai eu de tout, puisque ma première partie de carrière était au sein des milieux pénitentiaires, des maisons d'arrêt et centres de détention. Donc là, ce sont déjà des personnes condamnées ou en détention provisoire, c'est-à-dire qu'ils attendent un jugement. Donc là, on a de la petite délinquance à la grande criminalité, où des profils se disent moi, je suis cambrioleur professionnel. Donc il y a vraiment différents types de degrés où des personnes se disent à un moment donné, ça devient une profession, parce que ça devient une identité et ils se voient faire rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils arrivent à un point dans leur vie où ils se disent je ne peux être que ça et je ne vis que de ça. Et puis vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle de la petite délinquance, où là, il y a encore des choses à faire, de pouvoir leur proposer une alternative identitaire c'est pas que ça, il y a autre chose dans la vie. On voit bien que ça peut être déterminé par plein de choses. Déjà, il n'y a pas d'égalité des chances. La personne, elle peut avoir des grandes difficultés à commencer sa vie. Ça explique, ça ne justifie pas, parce qu'on n'est pas tous à être dans la délinquance non plus. Mais ça permet d'avoir des leviers en fait, de ressources que la personne peut mobiliser, qu'elle a oubliées, et venir équilibrer avec les facteurs de risque
qui incombe à ce qu'elle est en train de mettre en place, parce que là où nous, on voit que c'est illégal, la personne voit que non. Je vous donne un exemple concret. J'ai rencontré j'ai tout type de profil, tout type d'âge, hein, ça va de 3 ans à 85 ans, hein, avec différents types de problématiques. Donc j'ai reçu un gamin de 14 ans qui avait déjà un casier judiciaire long comme mon bras. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe sur de la vente de drogue, des choses comme ça, mais sans vraiment de conviction et en faisant rien de l'argent qu'il a quand il les dépense. Donc il y a vraiment un vide derrière ça de perte de sens. Donc c'était de l'avenir. Donc pour certains jeunes, il n'y a que ça comme possibilité. Voilà, c'est toute cette globalité de compréhension qui nous permet d'ajuster au mieux l'accompagnement de la personne et surtout de ne pas la figer comme ça. Si la personne s'identifie en tant que criminelle, bon, ça devient une profession. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans ma profession et de la façon dont moi je la fais, d'autres le font autrement, mais la façon dont moi je le conçois, c'est de rencontrer la personne dans le présent et de savoir ce qui l'a amené à ça et de la questionner sur aussi les bénéfices, on va dire, que ça lui apporte d'aller jusque-là, parce que les bénéfices sont à court terme, mais il n'y a pas si vous voulez, d'horizon et de projection future. Futur, c'est plus tard. Donc c'est là où l'intervention du professionnel est tout à fait pertinente, c'est de pouvoir co-construire ensemble une projection future, une autre forme, l'identité, se voir autrement. Là, je me vois devant un miroir et je vous parle en même temps. Cet exercice était intéressant d'ailleurs, pour se poser et se voir vraiment et se poser des questions. C'est vrai que la posture est différente. Il peut y avoir des points communs entre les deux, c'est-à-dire situé sur le curseur de la souffrance, que je reçois un auteur de fait, avéré ou pas. Hein. Il peut être tout à fait dans le déni et se dire que c'est injuste, etc. Et une victime qui va se dire c'est de ma faute et avoir plutôt une posture de honte et de culpabilité. Donc vous voyez, il y a vraiment des postures différentes à un même endroit où la personne, par exemple auteur de faits, de délits ou de crimes, va se sentir victime déjà. Alors même qu'on va parler de ce que la personne a fait, puisqu'elle a été soit condamnée, soit en cours, la personne va se sentir victime de ne pas avoir été compris, que c'est injuste, que c'est trop, etc. Donc là, la posture, effectivement, elle va être beaucoup plus pertinente à faire parler la personne de là où elle en est. Je ne suis pas dans une posture de faire la loi, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, donc moi ça me sécurise aussi de me dire mais moi tout ce que la personne me dit, qu'elle me mente ou pas, c'est pas mon affaire, puisque moi je vais travailler sur d'autres choses. Et surtout, je ne vais pas refaire un procès. Donc là où la personne va déposer sa souffrance et sa posture victimaire et sa façon de se justifier, va moi me donner des billes pour pouvoir l'orienter à ce qu'elle puisse se poser les bonnes questions de sa propre responsabilité à avoir fait ça. Exemple d'auteur de fait, il y a de la répétition de schémas, c'est-à-dire que, bon, c'est pas tout le monde, mais il y a vraiment plus de la moitié quand même, lorsqu'il n'y a pas de prise en charge, pris à temps et de prévention, les personnes répètent des schémas. Donc si à l'enfance il y a eu des violences conjugales, des violences intrafamiliales, il y a déjà des mécanismes ou des schémas qui se mettent en place, qui deviennent une normalité pour eux et qui ne l'est absolument pas, se réitèrent adultes. Et les personnes adultes se disent c'est normal de faire appel à la violence puisque j'ai connu que ça. Donc vous voyez, il y a aussi toute une démarche de faire déjà prendre conscience que ça, c'est pas la normalité. Donc la posture ne veut pas être la même pour les auteurs de faits, qui va être plus de les responsabiliser, qu'ils ne soient plus dans un déni, qu'on rationalise les faits et de pouvoir permettre une écoute pour se restaurer soi. S'ils ont été victimes dans le passé, on va réparer le passé, mais à l'heure actuelle, ils sont auteurs. Donc vous voyez, il y a le curseur à mettre à chaque fois au bon endroit, mais toujours avec une écoute attentive. Et pour les victimes, la posture est différente parce que ça va être de leur donner confiance, de pouvoir les accompagner à ce qu'ils puissent ne pas revivre le traumatisme en le racontant, parce qu'il faut aussi connaître le parcours des victimes, parce qu'avant d'aller porter plainte, et très peu portent plainte, et ça interroge, parce que elles ont peur de ne pas être crues, parce qu'il y a 90% aujourd'hui de classement sans suite pour des cas de viol, donc ça pose question aussi
de la procédure judiciaire et de ce qu'on y attend sur la caractérisation matérielle, on va dire des preuves, quoi. Parce que c'est la parole de la victime contre la parole de l'auteur. Il y a très peu d'éléments, donc c'est très éprouvant déjà de s'avouer qu'il s'est passé quelque chose et ensuite d'entamer des démarches. Donc moi, dans ma posture et avec Thérapie sans frontières et la clinique judiciaire, c'est de pouvoir les accompagner quand il n'y a plus de l'amnésie traumatique et la sidération, les accompagner à ce qu'il y ait plus de traumatisme pour libérer la parole et pour qu'ils puissent aussi avoir les oreilles qui les entendent aussi. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le MDR. Donc, le MDR, c'était un acronyme qui a été fait par Feu Shapiro, qui a été décédé en 2018, qui a créé le concept. C'est une anecdote qu'on a bien racontée. Peut-être que je me la suis appropriée et peut-être que c'est pas tout à fait juste, mais Shapiro, qui est chercheuse émérite, qui a réfléchi sur tout ce qui est neurosciences, comment calmer les choses. Elle a trouvé un peu le MDR par hasard, c'est-à-dire qu'elle a été perturbée de quelque chose et puis ensuite elle est allée dans un parc pour pouvoir s'évader, se changer les idées. Et là, à un moment donné, elle se pose et elle regarde un écureuil qui fait des allers-retours entre deux arbres. Et elle reste, elle se pose et ses yeux font ça très rapidement. Je vous explique ça parce que souvent dans le MDR, on dit qu'il faut bouger les yeux, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc là, elle regarde l'écureuil, elle s'assoit et puis elle est là. Et puis de fur et à mesure, elle sent qu'il y a une amélioration, qu'elle se sente mieux, qu'elle oublie même ce pourquoi elle a été perturbée, dérangée. Et elle arrive le soir et elle demande elle raconte à son compagnon et elle essaie de savoir qu'est-ce qui lui a fait qu'elle était bien. Est-ce que c'était l'oiseau? Est-ce que c'était parce qu'il faisait beau? Et à un moment donné, elle prend un stylo, elle bouge les yeux, elle essaye de voir entre les hémisphères qu'est-ce qui se passe. Ce qui est assez incroyable de l'EMDR, c'est que finalement, c'est un mauvais traitement de l'information. C'est qu'on a un traitement de l'information, on le reçoit de but en blanc émotionnellement, on n'arrive pas à le gérer, ça nous envahit, on ne sait pas quoi en faire, et du coup, ça, c'est le premier cortex, c'est l'amygdale. On est d'une façon intuitive et instinctive, tout est émotionnel. Et ensuite, on analyse des choses. L'analyse, c'est le deuxième cortex, c'est l'hippocampe, qui va à un moment donné se dire qu'est-ce qui se passe, comment on analyse ça, et mettre en mémoire à court terme et à long terme ce qu'on vit. Donc là, elle met tout ça en lien et elle se dit en fait, ça va mieux. Ce qui se passe, c'est que quand on a un traumatisme, ça bloque dans le cerveau et les deux hémisphères font la grève, en fait, ils ne bougent plus. Pour ça, le MDR, on fait ce qu'on appelle de la stimulation, gauche-droite, on marche, on fait bouger les yeux, ce qui fait qu'on oblige les hémisphères à traiter l'information. Donc, en termes plus simples, on se met en bonne disposition avec la personne, on lui explique comment le trauma se loge dans la tête et fait que même de par nous-mêmes, ça met des années et des années à se régler. Comment faire pour que ça soit plus là, que ça soit plus une souffrance et que ça impacte plus nos vies? Ces séances-là permettent justement de pouvoir retraverser les traumatismes avec une professionnelle formée, des professionnels formés, et tout en faisant bouger justement les yeux, qui permettent de pouvoir faire activer les hémisphères et, si vous voulez, on tire la chasse, quoi. On enlève tous les traumatismes, que ce soit sur des viols, des agressions sexuelles, sur des accidents de voiture, sur même des perturbations. Le MDR, c'est comment on réadapte une information pour que le cerveau puisse encoder une bonne fois pour toutes. Alors, il n'y a pas de profil type. En fait, chaque victime réagit comme elle peut à ce qui lui est arrivé. Il peut y avoir une victime, par exemple, qui a eu toute sa vie, on va dire, vécu de l'inceste, et puis une autre victime qui a également vécu de l'inceste, et l'une et l'autre ne va pas réagir de la même façon. Et c'est d'accord. Une personne va dire, il faut en parler, il faut libérer la parole, il ne faut plus que ça recommence, il faut qu'on soit entendu, il faut qu'il y ait les oreilles qui entendent, il faut que le gouvernement puisse nous donner aussi du poids à ce que ça recommence plus, qu'il n'y ait pas d'omerta là-dessus, parce que c'est très difficile quand ça se passe au sein d'une famille. Et sachez que la plupart du temps, toutes les agressions et les viols se passent au sein d'un entourage. C'est 2% en fait, quand il s'agit de personnes inconnues ou de drogue dans un bar, etc., au GHB. La plupart du temps, c'est 80% au sein d'un entourage. Donc il n'y a pas de profil type d'une victime. Une victime va dire il faut parler, une autre victime va dire il ne faut surtout pas parler. Donc c'est comment accueillir aussi là où elles en sont. Donc il n'y a pas de profil type, il y a des personnes en souffrance qui essayent de sortir de cette souffrance. Parce que ce qu'il faut savoir lorsqu'on devient victime,
on ne le choisit pas. C'est qu'à un moment donné, on est de facto lié à quelqu'un qui nous a causé du tort. Et ce tort-là, ça fait un peu une peine à perpétuité, quoi. Parce que même s'il y a une procédure judiciaire et que la personne se dise « ça y est, il y a une procédure, la personne est punie », on voit bien dans les statistiques d'aujourd'hui qu'il y a une insatisfaction du côté des auteurs et du côté des victimes. C'est pas suffisant, peut-être qu'il y a autre chose encore à réfléchir. Donc il y a pas de profil type de victime, il y a des souffrances communes, on va dire, et une volonté de pouvoir en sortir. Mais pour ça, il faut reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. Des anecdotes marquantes du côté des victimes, j'ai envie de dire, c'est quotidien. C'est des choses qui interpellent, c'est des choses qui, à un moment donné, en tant que personne et professionnelle et personne aussi derrière, parce que c'est des métiers de conviction, c'est des métiers où on se sent très seul aussi, parce que même s'il y a des supervisions, on ne peut pas en parler autour de nous. J'ai reçu une famille parce qu'il y a le mari qui s'est mis une coup de carabine dans la tête dans la chambre de sa fille. Voilà. On fait quoi de ça? Comment est-ce qu'on va venir soutenir les familles? Comment est-ce qu'on peut expliquer un pourquoi? Comment il n'y a pas de lettres, il n'y a rien. Donc voilà, on arrive dans des choses comme ça où on se dit par où on commence et qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, on a bien sûr toutes les personnes victimes de viols, d'agressions sexuelles, sur des personnes, on va dire, des personnalités publiques. Et là, c'est compliqué. Parce que comment porter plainte quand la personne elle est connue et qu'on voit à la télé, etc. etc. Donc tout ça, ce sont pour moi des faits marquants parce qu'à chaque, si vous voulez, à chaque prise en charge ou à chaque accompagnement, il y a de l'investissement. J'ai plein d'anecdotes du côté des auteurs. Il y a eu aussi des personnes qui ont culpabilisé très longtemps d'avoir, il y a 20 ans de ça, dû supprimer un corps. C'est assez dur tout ça, c'est d'avoir dû découper en petits morceaux l'un de leurs compères pour enlever toute preuve, quoi. Et 20 ans plus tard, la personne n'en dort plus et s'est dénoncée. Donc on a des histoires comme ça assez, enfin, inimaginables. On pense que c'est comme dans un film, mais en fait non, c'est la réalité. Et c'est la réalité des personnes. Mon ressenti face à ça, en fait, on s'habitue jamais à l'horreur. Et c'est peut-être ça ma force aussi. La force aux professionnels qui font ça aussi, c'est de se dire, OK, comment on peut sortir de ça? C'est horrible. Les personnes ne peuvent pas rester dans cette situation-là. C'est comment surmonter le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir. Donc à côté, moi, je milite, ça devient militant en fait à ce degré-là, pour améliorer la prise en charge des personnes victimes, pour également repenser aussi à la réinsertion et la réhabilitation des auteurs, parce que l'incarcération à tout va, ça ne fonctionne pas. Et à côté, par rapport au manque justement alloué à venir soutenir les personnes en mauvaise santé mentale et puis en difficulté par rapport à tout ce qui leur est arrivé en délit ou en crime, c'est de développer en fait ensemble entre professionnels des méthodes pour que nous aussi nous puissions être bien avec ce métier, parce qu'à la suite de ces discours et de ces fragments de vie, bah, on est humain aussi, et puis on peut être saisi, on peut ne pas pouvoir aussi dormir, et parce qu'on s'inquiète, parce qu'on se demande ce que la personne va devenir. Exemple, moi je reçois des enfants de 2-3 ans qui ont déjà vécu des choses assez terribles, notamment de l'inceste au sein de la famille. Et je me rends compte que l'enfant a déjà vu 12 professionnels avant moi. Donc là, il y a des choses à réfléchir entre structures, institutions, comment collaborer ensemble, comment réfléchir ensemble au bien-être et à la prise en charge efficace pour les personnes qui sont déjà démunies, en souffrance. Moi, comment je peux le vivre au mieux, c'est de trouver des sas de décompression pour que ça n'empiète pas à ma vie privée. Je ne vous cache pas que c'est pas toujours évident quand on est saisi par des histoires de vie, de personnes qui reviennent de zones de guerre, des personnes qui ont échappé à la mort et qui vous disent qu'ils ont perdu toute leur famille à coups de machette. Waouh!
Et après, nous, on rentre le soir à la maison. Pour ceux qui ont de la chance d'avoir une vie de famille, un conjoint de conjoint, des enfants, etc., c'est de se dire, OK, faut trouver un sas avant de rentrer dans un autre univers d'amour qui aide justement à pouvoir ne pas voir uniquement ce qui ne va pas dans l'humanité, parce que là, vraiment, on touche du doigt le sordide et l'horreur. La question de l'impact que ça a sur la justice et sur l'humanité dans un deuxième temps, enfin, les deux sont bien sûr ensemble, c'est que ça m'a éclairée sur la volonté au départ que le milieu judiciaire soit humaniste et pour les droits de l'humain, et comment, au fur et à mesure, on voit qu'il y a des manquements à pas mal d'endroits et des volontés de bien faire, mais il y a un manque de moyens humains, un manque de moyens financiers, et on se retrouve aux différentes strates, si vous voulez, à en pâtir. Donc, l'impact que ça a pour moi, c'est de me donner encore plus de force et d'énergie pour militer, pour améliorer vraiment les prises en charge, améliorer, si vous voulez, la communication entre le milieu judiciaire et le milieu de la santé mentale et le milieu psychologique. Certes, il y a des experts psy qui sont mandatés par la justice, mais je trouve qu'il y a un manque encore de communication commune, de langage commun, de collaboration pour savoir qu'est-ce qu'on fait des personnes victimes qui, pour l'instant, ont un parcours de victime avant de porter plainte, qu'est-ce qu'on fait pendant, qu'est-ce qu'on fait ensuite dès qu'il y a la procédure judiciaire qui est actée, qu'est-ce qu'on fait des non-lieux, des classements sans suite et aussi des prescriptions judiciaires. Vous vous rendez compte, une personne qui, à un moment donné, a une amnésie traumatique et se réveille dans 30 ans et se dit « mais il s'est passé quelque chose » et que ça bousille toute sa vie, la justice lui dit c'est trop tard, on ne peut rien y faire. Tout ça, moi, ça me révolte. Et c'est pour ça que l'association Thérapie sans frontières ou la clinique judiciaire sont là pour venir alimenter tous ensemble. Toutes personnes bénévoles sont les bienvenues pour venir réfléchir ensemble à comment améliorer tout ça. Et je crois que c'est ça qui me permet de ne pas être dans un désespoir et dans une profonde mélancolie, parce qu'on peut encore agir, et tant qu'il y a de la révolte et qu'il y a de l'action, on continue. Et ma vision de l'humanité, c'est de pouvoir, vous savez, dans les prises en charge, on est un peu en huis clos, et quand on voit que ce qu'on fait sert à quelque chose, ça fait du bien. Et ça me donne de l'espoir. Toute cette expérience-là amassée, des rencontres professionnelles et des constats aussi quand même d'amertume et de sentiment d'injustice, que ça ne va pas assez vite, m'a fait réfléchir à créer une association donc, où plusieurs professionnels en font partie, donc, qui s'appelle Thérapie sans frontières et qui permet de venir soulager des professionnels démunis, pouvoir avoir un programme d'accompagnement des victimes, parce que c'est un parcours, ça, et l'accompagnement des parcours des auteurs également. Et c'est pour éviter d'être déprimé de l'avenir. C'est aussi tout à fait personnel pour toute cette sensibilité, cette créativité que j'ai en moi, de la mettre en matière et d'en faire quelque chose. Et pour la clinique judiciaire, qui est bien sûr une prestation de Thérapie sans frontières, la clinique judiciaire vient faire le pont entre la justice et la psychologie, venir accompagner toute personne qui, à un moment donné, se pose la question de comment être pris en charge, avec ou sans plainte, parce que les personnes qui ne portent pas plainte ont quand même des traumatismes. Donc voilà où sont venues les motivations, et puis de fur et à mesure, les rencontres, les professionnels qui se disent « tiens, moi aussi, je veux travailler là-dessus », de se sentir moins seul à cette montagne de choses à créer ensemble. Donc c'est peut-être une pierre à l'édifice, une goutte d'eau dans la mer, c'est peut-être l'effet colibri qui éteint un feu de forêt, mais je ne me vois pas rien faire. La Linda d'il y a 10 ans, le conseil que j'ai à lui donner à elle, c'est d'avoir confiance en elle, qu'elle va y arriver, que le doute c'est bien, mais voilà, qu'elle travaille sur son syndrome d'imposteur aussi, qu'elle puisse se donner la possibilité de dire des choses, même si c'est des bêtises, au moins elle les a dites, et puis elle se corrigera plus tard, qu'elle fonce, qu'elle a des personnes bienveillantes autour d'elle, et que même si
c'est intimidant de se dire que des fois on dit des choses et qu'on peut impacter la vie des gens et sans, pour moi, une volonté d'être une porte-parole, mais au moins de contribuer à vouloir faire changer un peu les choses, le monde, de se faire confiance et d'y aller. Et on va gagner du temps si elle a plus confiance en elle il y a 10 ans. Bonjour, je suis Fabrice Rose, ancien braqueur, libéré depuis bientôt 20 ans et réinséré, parfaitement réinséré et romancier chez Robert Laffont. Une famille heureuse, pas de délinquance, pas de violence, pas de... Mon père était pilote de chasse dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, une enfance heureuse, vraiment. Je me souviens pas avoir manqué de quoi que ce soit étant gamin, étant adolescent, et vraiment très loin du monde de la justice et des prisons. J'ai grandi à Amiens, rue Sagebien, où les gens sont bien sages. À cette époque, je rêvais d'être reporter de guerre, photographe, reporter de guerre. Est-ce que ça avait un lien avec mon père qui avait été pilote de chasse? Est-ce que c'était un lien avec la photo? J'adorais la photo, j'étais apprenti photographe. J'avais deux passions, la photo et la moto. Et tout s'est arrêté après un accident de moto. En 72, le 4 juin 72, où j'étais gravement blessé, fracture du crâne, éclatement du foie et de la rate, enfin bien amoché. Et quand j'ai repris connaissance plusieurs jours après, le chirurgien qui m'a sauvé la vie en m'opérant du foie m'a expliqué que j'avais failli mourir. Et en fait, j'ai paralysé sur le coup. Et puis, petit à petit, je me suis dit, j'ai 19 ans, j'ai failli mourir. Il faut que je vive à fond, il faut que je vive à 200 à l'heure. Il faut que je vive à fond. Et dans le club de moto auquel j'appartenais, on était une vingtaine, il y en avait 16-17 qui travaillaient, dont moi. Et puis il y en a 2 qui braquaient des banques. Alors j'ai braqué des banques avec eux. Ils ne m'ont pas entraîné, j'y suis allé, j'assume totalement ce chemin. Je serais tombé sur 2 mecs qui m'auraient dit on va faire de l'alpinisme. Ben, je serais allé faire de l'alpinisme. Je serais tombé sur 2 mecs qui m'auraient dit on prend un bateau, on traverse l'Atlantique à la rame, je serais parti. Il fallait absolument que je risque ma vie. Et voilà, je suis tombé sur 2 braqueurs. Premier braquage en 72, si je me souviens bien, fin 72, et première arrestation le 4 décembre 73. Le premier braquage, j'étais chauffeur. Je ne suis pas rentré dans la banque, j'étais chauffeur. Et je l'ai vécu comme un jeu. C'était marrant. Enfin, pour moi, c'était... et j'étais garé devant la banque et je devais klaxonner une fois toutes les minutes parce que mes complices devaient faire sortir au bout de 3 minutes. On avait repéré où était le commissariat de police, où était la gendarmerie, donc on avait calculé qu'il nous fallait pas plus de 3 minutes dans la banque. Et puis on est parti, on a fait la route, on est rentré sans problème. Ce qui m'a tout le temps fait fonctionner, c'est pas l'argent. Ça a tout le temps été de préparer une affaire, d'y réfléchir, de surveiller les allées et venues, les employés de banque, les convoyeurs de fonds. Sur le deuxième, beaucoup plus d'adrénaline et apprendre à être attentif à tout, sans faire de mal à qui que ce soit, parce qu'on n'a jamais commis de violence, hormis le fait d'être porteur d'une arme. En fait, je dis plus maintenant que je n'ai pas commis de violence, parce que j'ai vu le film « Je verrai toujours vos visages », et là j'ai réalisé que quelque part, la violence psychologique, elle est là, elle est présente, et qu'on traumatise les gens. Donc si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Mais croyant ne pas faire de mal physiquement à quelqu'un, on n'a jamais tiré un coup de feu, jamais... Non, pour moi, c'était un jeu, c'était vraiment un jeu, le gendarme et le voleur, quoi. Ne pas se faire prendre, puis réussir le coup. On se professionnalise, hein, donc on va de plus en plus loin dans les projets, et les projets de plus en plus gros. Cela dit, le Louvre, qui est une affaire qui était très bien préparée, mais je ne comprends pas. Je comprends pas ces mecs qui laissent leur ADN partout, qui sèment leur ADN comme le petit poussé sème des petits cailloux. Donc je suis sceptique sur ces mecs, pas sur le commanditaire, parce que c'est vraiment un coup très bien préparé.
Ils savaient exactement ce qu'il fallait prendre. Mais je suis sceptique sur les casseurs, quoi, les mecs qui ont agi. Je ne vais pas les juger parce qu'ils sont au placard, mais je suis vraiment... ils ne correspondent pas aux commanditaires. On ne prépare pas un coup comme ça avec des bras cassés. Quand vous montez sur un braquage, alors je ne vais pas donner de conseils, je n'ai pas envie de donner un conseil, mais quand vous montez sur un braquage, la première chose à faire, en préparant l'affaire, c'est déjà d'aller voir où sont les gendarmeries et les commissariats de police. Et est-ce qu'il y a des rondes fréquentes devant la banque que vous avez ciblées? Ça donne déjà un aperçu. S'il y a une voiture de police qui passe toutes les 10 minutes, eh ben on va aller ailleurs, on va pas rester là. Mais vraiment, c'est important de savoir où sont les policiers et les gendarmes. Ne jamais négliger leur professionnalisme, parce que c'est des professionnels. Moi, j'ai eu affaire à des mecs de la BRB, la BRI, l'OCRB, c'est des professionnels. Ne jamais s'imaginer qu'ils sont bons à rien, non, au contraire, ils sont très forts. Et la force des policiers, en fait, par rapport à nous, braqueurs, c'est qu'une fois qu'on a fait un braquage, on s'est arraché, 3-4 heures après, l'adrénaline retombe, on est dans une planque, on l'oublie ce braquage. Ça, c'est une erreur, on l'oublie. Alors que les policiers commencent à travailler dessus. Et nous, on va se mettre sur autre chose, mais eux, ils ne lâchent pas. Ils se mettent dessus, ils ne lâchent pas. Et la preuve, c'est que j'ai été arrêté quand même 4 fois. Et toutes les arrestations, même armées, sans tirer un coup de feu, sans je levais les mains, ok, j'ai perdu. Une fois, j'ai été arrêté rue du Chemin Vert à Paris, là. En quelques fractions de secondes, je suis surtout dans le caniveau, les mains attachées dans le dos et tout. J'en voulais pas aux flics, ils font leur boulot. J'en ai jamais voulu à la police, à la gendarmerie. Moi, je voulais pas de voiture. On achetait des voitures replaquées avec des papiers, avec les papiers, carte grise et tout. On achetait des voitures à des réseaux de voleurs de voitures. Et les planques, c'est pareil. Les planques, il fallait qu'on ait des réseaux pour avoir des planques. Donc, dans ce milieu-là, il y a toujours quelqu'un qui va nous balancer. Enfin, moi, ça m'est arrivé à chaque fois, je suis balancé. Mon dernier braquage, je reviens seul avec la voiture et les armes. Et je vais sur un box pour changer de voiture. Et une vingtaine de flics qui m'attendent. C'était près de Bordeaux, le CRPJ de Bordeaux. Ils sont une vingtaine, ils attendent que je rentre. Donc ils savaient que j'avais un box là. Ils ne m'avaient pas pris en filature avant. Ils savaient que j'étais là, que de toute façon j'allais revenir là. Et pareil, hein, j'ai levé les mains en pensant tout de suite aller le placard, ça me retombe dessus. Mon plaisir, c'était de pratiquement passer tout le temps. Je suis passé sur 3 procès, je suis passé seul aux assises, j'ai balancé personne. Et sur 2 autres procès, parce que je suis passé 5 fois aux assises, sur 2 autres procès, j'avais des complices. Parce que j'étais resté avec un de mes complices dans la même voiture. Mais j'ai réussi à le faire acquitter en prenant tout sur mon dos. J'ai été recherché. Un de mes complices avait été arrêté avant nous et il nous avait balancé. Et j'étais arrêté, j'avais un appartement avenue Charles de Gaulle, là ici à Paris, à Neuilly. J'ai été arrêté par les policiers de Neuilly et les policiers du SRPJ de Lille, parce qu'on avait beaucoup braqué dans la région Lille, Amiens, enfin pas Amiens, on ne tapait pas Amiens parce qu'on habitait à Amiens, mais toute cette région, la Picardie, l'Hauts de France. J'assumais ce que j'avais fait, donc je me suis jamais plaint, je n'ai jamais dit c'est de la faute de ceci ou de cela. J'ai toujours assumé mon parcours, donc il n'y a pas eu vraiment de problème. Ben, j'ai découvert à prison les codes. Et en tant que braqueur, on est à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas, mais à l'époque les braqueurs étaient les mecs les plus respectés dans les prisons. Donc il y a une hiérarchie. Et non, je suis pas sorti traumatisé de la prison. Le plus difficile à l'époque, j'étais à 19, 20 ans, 21 ans. Le manque de lecture, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de livres dans les prisons. C'est Badinter en 86 qui a signé une convention avec le ministère de la Culture pour amener des bibliothèques et des livres dans les prisons. Donc on était en 73, 74, 75. Ce qui a été un peu dur à vivre, c'est que on était dans les grandes révoltes dans les prisons en 74. Et bah là, c'était... on cassait tout, quoi. On avait rien, donc on cassait tout. Donc on était gardé par les CRS, on allait au mitard, on était...
toutes les prisons de France étaient embrasées. Et Giscard, à l'époque, qui était président, a voulu comprendre pourquoi on cassait toutes ces prisons. Et il a découvert que dans les prisons, il n'y avait rien, qu'on n'avait absolument rien. Il y a d'autres comme bouquins, on avait, je sais pas, quelques livres, Agatha Christie, Simenon, on n'avait pas de bouquin de philo, on n'avait pas de bouquin d'histoire, on n'avait pas de bouquin de littérature, on ne trouvait pas Balzac, Hugo, on ne trouvait pas tout ça. Oui, c'est peut-être ce qui m'a le plus manqué dans ces années-là, l'absence de livres. Je me suis jamais plaint, quelles que soient mes conditions de détention. J'ai passé des années d'isolement, j'ai fait beaucoup de mitards. Je ne me suis jamais plaint, jamais. J'ai toujours assumé ce que je faisais. Et ces mecs, ces romanciers, ces poétesses, m'ont vraiment ouvert l'esprit. Ce qui ne m'a pas empêché de récidiver, mais avec une réflexion tout le temps sur la valeur de la vie. Mon père m'a appris ça, il m'a enseigné ça, il nous a enseigné ça, mes frères et sœurs, la valeur de la vie. Il avait vu tellement de carnage pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, le premier parloir que j'ai eu en prison, c'est avec mon père. Et à l'époque, il n'y avait pas de parloir libre, on avait des gigaphones. Donc, j'aime autant vous dire que j'étais pas très fier de faire venir mon père en prison, qui était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Plein de médailles, la Légion d'honneur et tout, j'étais vraiment pas fier. Et mon père est arrivé avec un sourire qui fait du bien, qui vous apaise. Il y a toujours un sourire, mon père. Et il m'a demandé deux choses. Il m'a dit, je ne sais pas ce que tu feras de ta vie. Pour l'instant, tu es encore mineur, parce que la majorité était à 21 ans à l'époque. Donc je suis encore responsable de toi. Je ne sais pas ce que tu feras de ta vie, je pense que j'ai raté quelque chose dans ton éducation. Je te demande que deux choses. La première, ne fais jamais couler une goutte de sang pour l'argent, parce que tu ne serais plus mon fils. Et la seconde, si tu donnes ta parole à quelqu'un un jour, tu la respectes, parce que la parole vaut l'homme. Et ces deux enseignements m'ont tout le temps suivi, me suivent tout le temps d'ailleurs. La parole vaut l'homme, et ne jamais faire couler une goutte de sang pour quoi que ce soit. Ma dernière incarcération, je me demandais ce que j'allais faire de mon temps. J'avais pris 18 ans, j'en avais encore un paquet à faire. Et je voulais me lever de tout ça. L'écriture m'a fait tomber les murs, comme la littérature, comme la lecture. Je me sentais plus en prison quand je lisais ou quand j'écrivais. Je me sentais plus du tout en prison. Et à la centrale 10 heures, sur ma dernière peine, j'ai créé une bibliothèque avec 5000 titres. Et j'encourageais les gens à lire, à en prêter des bouquins, à lire. Ça a été ma motivation, ouais, vraiment une motivation. Jusqu'au jour où ma fille est venue au parloir. On était en 2000. Le parloir le matin s'est très bien passé. Alors là, il n'y avait plus de diaphone, on avait des parloirs libres. Le parloir s'est très bien passé. Et puis l'après-midi, elle était allée déjeuner extérieur, moi dans ma cellule. Elle est revenue à 14 heures. Donc elle m'expliquait sa vie à Paris. Et quand elle est revenue l'après-midi, elle s'est mise à pleurer. Les larmes, le menton qui tremblait, les larmes. Moi, je lui ai demandé qui est-ce qui t'a fait du mal? Quelqu'un t'a fait du mal? Et là, elle m'a dit oui, toi. Alors là, je me suis pris un uppercut au foie. Ok, bah, vas-y, parle-moi, dis-moi. Oui, vas-y, dis-moi ce qu'il fait. Et elle m'a dit voilà, je veux que tu arrêtes. Moi, je lui ai dit mais attends, j'ai encore 12 ans à faire, 12-13 ans à faire, là. Tu te rends pas compte? Si, je me rends compte. Mais je veux un enfant, pas demain, pas après-demain, pas dans 6 mois, je ne sais pas. Je veux un enfant. Et si un jour j'ai un enfant, je veux qu'il connaisse contrairement à moi. Moi, je ne l'ai pas connu, ou très peu. Donc si j'ai un enfant, je veux qu'il te connaisse, je veux que tu arrêtes. Et je lui ai séché ses larmes et je lui ai dit ok, t'as ma parole, j'arrête. J'ai donné ma parole à ma fille et ouais, j'ai arrêté. Et les mots permettent d'apaiser les choses quand il y a des moments de tension, de violence. Avec les mots, on fait plein de choses. Alors, inversement, on peut faire beaucoup de mal avec les mots. Il suffit d'écouter certains discours politiques. On va repartir dans l'histoire. Hitler, Mussolini, tous ces discours de tyrans, de dictateurs. Oui, avec les mots, on peut faire beaucoup de mal, mais on peut faire beaucoup de bien aussi. Les mots lire, c'est... On s'enrichit en lisant, on enrichit notre vocabulaire. Et puis on peut faire face à des situations. J'ai des moments de tension en tôle, oui. Les mots m'ont permis d'apaiser les choses. Et puis amener les autres à lire. Alors il y en a qui n'avaient pas besoin de moi pour lire, hein. Les mecs qui lisaient, mais il y en a beaucoup qui ne lisaient pas ou qui n'osaient pas lire parce qu'ils ne savaient pas lire.
Ça, c'est terrible aussi, l'illettrisme qui est en prison. C'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire, voilà, je voudrais apprendre à lire, apprendre à écrire. C'est plus simple dans les quartiers de femmes. Les femmes sont plus pudiques, mais elles vont quand même de l'avant. Dans les prisons d'hommes, c'est un peu, c'est le mal alpha, il faut être costaud, faut pas dire qu'on ne sait pas écrire ou pas lire, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Non, non, les mots sont importants. Ce qui a été le plus difficile entre ma période d'incarcération et puis retrouver la liberté, c'est de gérer le temps. En prison, le temps, il est très long, on n'a même pas besoin de le gérer. Par contre, dehors, tout va si vite, tout va tellement vite. On se demande si on va réussir à tenir le rythme. Le jour de ma libération, en 2005, décembre 2005, j'ai pris le train pour remonter sur Paris. C'est les gens qui se bousculaient. Moi, je m'étais fait l'idée, après 12 ans, je m'étais imaginé que la société, c'était des gens bienveillants les uns envers les autres. Il n'y a pas de violence, il n'y avait pas de ceci dans la liberté, c'est pas possible. Et j'ai découvert que oui, il y avait pas beaucoup de bienveillance. Les gens, en plus, on était le 23 décembre. Les gens partaient en vacances de Noël, ils se bousculaient. Des personnes âgées pour porter leurs valises dans le train, personne ne les aidait. Ça m'a choqué. C'est très, très, très difficile de découvrir une société qui est plus égoïste qu'on imagine. Reprendre le volant d'une voiture, reconduire, me refaire faire des papiers, d'identité, passeport. J'avais plus rien. Alors, enfin, j'avais plus rien. J'avais ma famille, ma famille qui m'a beaucoup aidé au début, toujours présente, ma famille. Mais c'est vrai on dirait que le temps s'arrête. On sort d'un endroit où le temps s'était arrêté, et en même temps, j'étais gare de Lyon et gare du Nord. J'aurais voulu que le temps s'arrête. Je ne comprenais pas que les gens se précipitent comme ça les uns sur les autres pour monter le premier dans le train, la première journée était très dure. Les services d'insertion et de probation m'ont aidé à trouver du boulot, parce qu'en détention, on ne peut pas trouver du boulot, pas simple de trouver du boulot, on n'a pas Internet, on n'a pas tout ça. Et en fait, il y a un hôpital, un des établissements hospitaliers où j'ai bossé, un hôpital, qui cherchait un bibliothécaire. Ils m'ont demandé si je voulais faire ça, ok, surtout bibliothécaire. Donc j'ai commencé bibliothécaire dans cet hôpital en janvier 2006. Mais j'ai adoré me retrouver ça dans les bouquins, amener des bouquins aux patients, amener des bouquins aux résidents. J'ai adoré vraiment. Je me suis mis à fond dedans et j'ai très vite oublié la prison. En fait, la prison, ça n'a pas été un traumatisme pour moi. Je pense que c'est différent pour quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il a fait. Moi, j'assumais totalement mon parcours. Donc la prison, ce n'était pas un traumatisme, ça faisait partie, voilà. Tu gagnes, tu perds, tu paies. Il n'y a aucun souci. Ce qui ne m'empêchait pas de vouloir m'évader. Mais non, la plus belle évasion, c'est dans les livres, vraiment dans les livres. Et donc j'ai eu la chance de retrouver du boulot dans une bibliothèque. Et petit à petit, le directeur de l'époque, Gilles Planchon, qui était un homme très cultivé et puis passionné de culture, il m'a dit si on lançait le projet Culture et Santé, tu pourrais t'en occuper. Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais responsable de l'action culturelle, Culture et Santé, qui nous amène à amener de la culture dans les hôpitaux, des spectacles, de la lecture, des auteurs, plein de choses comme ça. J'ai fait ça pendant 18 ans et 4 mois. J'ai arrêté en avril 2024. J'aurais aimé continuer, mais on m'expliquait que j'avais atteint l'âge de la retraite obligatoire dans la fonction publique, donc on n'a pas pu me garder. Et ça, je le regrette parce que j'aurais aimé continuer. J'aimerais être encore là dans les hôpitaux à faire société et puis à amener du bien-être aux patients, aux résidents dans les EHPAD, aux handicapés moteurs. J'ai fait ça pendant 18 ans et 4 mois, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça leur a fait du bien, et ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. J'avais une équipe d'animateurs qui bossait avec moi, et on était tout le temps dans apporter quelque chose. Faire oublier la maladie, faire oublier le handicap, faire oublier la vieillesse. C'est ça, Culture et Santé.
Je lui dirais, attends, fais demi-tour, ressors, et puis ne fais plus de conneries, ne fais plus de conneries. Reprends ton métier de photographe, allez, va passer ton CAP de photographe, et va faire ce métier que tu veux faire, reporter de guerre. Va voir dans le monde tout ce qui se passe dans le monde, va témoigner, va montrer ce qui se passe dans le monde. Là, aujourd'hui, je serais photographe de guerre, mais j'irai en Afghanistan. J'irai en Afghanistan pour montrer ce qu'on fait aux femmes, aux Afghanes et au peuple afghan. J'irai en Iran. 73, ouais, c'est le regret de ma vie, ouais, de ne pas avoir fait ce métier et m'être engagé là-dedans.